Bonjour ou bonsoir, vous êtes bien sur le répondeur d'Anthony Panzona. Je suis trop occupé à enculer des mouches sur Facebook pour vous répondre, alors foutez-moi la paix. Bip. Ouais, Anto, c'est moi, c'était pour savoir si tu pouvais m'aider à parler des films 28 jours plus tard et de sa suite 28 semaines plus tard. C'est pour un épisode spécial. Mais bon, si t'es occupé, laisse tomber. Sinon, je voulais savoir si tu t'es bien remis des derniers films que je t'ai donné à critiquer. Voilà, ciao grand. Merde, à qui je vais bien pouvoir demander de m'aider pour cette critique? Bon, pour un film d'horreur, normalement, j'appellerais horreur critique. Mais il va encore baragouiner en québécois et me dire que le sang est trop rouge. Sauf que là-dedans, le sang il est rouge en tabarnak, ça personne peut me contredire, câlisse. Le seul qui peut faire le poids pour contrebalancer, c'est Elvis. Mais le mec est complètement dingue, ça va encore partir en couille. Bon, de toute façon, quand faut y aller... Salut les mecs, merci d'être venus pour m'aider. Ouais bon, elles sont où ces actrices porno fans d'horreur critique dont tu me parlais dans ton message? Et mon artbook de Lady Oscar, il est où? Non, parce qu'on déconne pas avec Lady Oscar avec moi. Vous inquiétez pas, tout est dans la pièce d'à côté. Mais d'abord, j'ai besoin de votre avis sur 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Non, d'abord la critique, après la récompense. Bon, bah ok, je commence alors. 28 jours... Qu'est-ce que je fais encore avec ça, moi? 28 jours plus tard, réalisé par Danny Boyle. Et quand on sait ce que le mec a fait avant, ça mérite le respect. Sans oublier qu'il sera également l'auteur de films comme Slumdog Millionnaire et 127 heures. Moi j'ai bien aimé La Plage aussi. Le film s'ouvre sur une scène d'exposition montrant les origines de la contamination, puis nous expédie directement dans ta face 28 jours plus tard, d'où le titre du film. Et nous suivons le jeune Jim qui se réveille de son coma et découvre en même temps que nous un Londres post-apocalyptique. Ouais, en fait, Walking Dead n'a rien inventé. Petite bite, va! Franchement, voir Londres complètement vidé de ses habitants, ça m'avait impressionné la première fois que j'ai vu ce film en salle. Voir le héros vagabonder dans une capitale déserte, ça aurait pu être le concept du film entier tellement ça fout les boules. Le jeune homme découvrira très vite qu'il n'est pas aussi seul qu'il le croyait. En effet, les seuls habitants restants de la ville sont les infectés du virus qu'on nous a exposé en début de film. Petite parenthèse d'ailleurs, le virus en question aurait été calqué sur celui d'Ebola, en ce qui concerne le mode de transmission et les premiers symptômes. Celui-ci aurait été mixé avec le virus de la rage. Jim sera sauvé in extremis par deux autres survivants, Selena et Mark, qui lui apprendront ce qu'il a raté durant son absence et surtout, comment survivre face aux infectés. Oui, c'est un râteau, mais je vous assure, c'est très efficace. Au premier abord, 28 jours plus tard, semble un film de contamination très classique, et c'est le cas, mais il joue avant tout sur son ambiance et ses personnages, ce qui est de plus en plus rare dans le cinéma d'horreur. Et ça c'est quoi? Oh non, mais si tu mets les exceptions aussi, comment tu veux que je sois crédible à leurs yeux? De base avec ta tronche, c'est un peu mort. Ah d'accord, bah au moins ça mérite d'être clair, ok, bon bah, ok. Mais surtout, le film révolutionne à lui tout seul le genre du zombie, alors qu'ironiquement, il n'en fait même pas partie. Pourtant, cette influence sera bel et bien présente dans les années à venir, il n'y a qu'à voir l'armée des morts de Zack Snyder. Oh ouais. L'ambiance est posée, elle est à la fois prenante et immersive. L'introduction nous plonge directement dans le bain, avec une chouette satire sur l'homme qui se croit tout permis sur la nature. Par la suite, le côté exploration d'un monde inconnu et hostile marche avec une grande efficacité car nous nous identifions très rapidement au personnage principal, qui est tout aussi perdu que nous. Ah bon? Parce que moi, 28 jours plus tard, il m'a paru un petit peu lent à s'amorcer. Franchement, moi ça m'a pris au moins 40 minutes avant de me plonger totalement dans le film. Il faut savoir également que ces films n'ont jamais rien eu d'exceptionnel pour moi, même si la majorité des personnes croient qu'il s'agit des meilleurs films de contamination. Perso, je trouve l'histoire plus ou moins originale. Des histoires du genre, on a eu droit à ça en 1973 avec The Crazies de Romero. Les personnages sont de grosses caricatures et j'ai eu pas mal de misère à m'y attacher. Bon, au moins les événements s'enchaînent à la perfection et le film est bien émotif quand il le veut. Laisse-moi te prouver le contraire avec les personnages, l'ami. Jim est brillamment interprété par un de mes chouchous, Cillian Murphy, qu'on a vu dans les Dark Knight, dans Inception et dans... ouais, bon, Time Out, ouais, bon. Le concept est génial de ce film. Le problème, c'est que la sauce prend pas. Son personnage subit une évolution très intéressante. Dans un premier temps, il est totalement dépassé par les événements et compte sur les autres pour pouvoir survivre. Mais finalement, il s'avérera que c'est celui qui s'adapte le mieux, et les autres se fragilisent peu à peu. Mais le reste du casting n'a pas à rougir non plus, car ils sont vraiment très bons et offrent des personnages attachants. Naomi Harris, qu'on retrouvera dans le deuxième et troisième volet de la saga Pirates des Caraïbes, nous offre une prestation très naturelle.
Ainsi que Brendan Gleeson, notre cher Folloy, qui nous offre un personnage de père de famille extrêmement attachant. En gros, les acteurs du film sont vraiment excellents et j'ai rien à leur reprocher. Ouais, je suis pas trop convaincu, mais bon, c'est le ressenti de chacun après tout. J'aurais pu qualifier 28 jours plus tard de chef-d'œuvre ou bien de grand film si la fin ne me posait pas problème. Attention, je ne parle pas de la partie avec les militaires qui semblent déranger la majorité. Je comprends pas pourquoi, c'est en parfaite phase avec ce que le film essaie de proposer. La décadence humaine face à l'écroulement de la société. Ouais, enfin c'est surtout que ça fait même pas 2 mois que l'apocalypse s'est abattu sur eux, et qu'ils sont en mode survie, et ils sont déjà en train de penser à baiser pour repeupler la Terre. What the fuck les gars. Non, je parle bien de la toute fin, qui fait beaucoup trop happy ending pour un film aussi pessimiste. Subjectivement, cette fin ne me dérange pas, parce que je suis content de voir les personnages que j'ai suivis depuis le début de l'histoire s'en sortir après leur péripéties. Et oui, c'est mon petit côté mainstream hollywoodien, mais oui, c'est lui, ben oui, c'est lui, oh, il est trop chou. Mais objectivement, ça ne passe pas. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il y a plus de 4 fins alternatives. Et dans toutes ces fins alternatives, le personnage de Jim meurt. L'intention de Danny Boyle était là, il voulait que son personnage principal crève. En fait, une des fins ne contenait même pas la partie avec les militaires, mais un retour dans le laboratoire du début, un peu comme dans le jeu Resident Evil 2. Le storyboard commenté de cette fin alternative est disponible dans les bonus du DVD. Comme je l'ai déjà mentionné, son film est plutôt long à s'amorcer, du moins à mes yeux. À plusieurs reprises, j'ai trouvé ça plat, ne dégageant presque aucune émotion. Et puis la minute d'après, il peut être vraiment intense et nous captiver. Ce film, c'est comme une montagne russe, il y a des hauts et des bas. Je dois quand même reconnaître que la mise en scène est réellement artistique. On nous montre de sublimes plans de la ville dévastée, les scènes de tension sont efficaces, stressantes à souhait. J'aime aussi la musique de John Murphy, elle se démarque nettement des autres musiques de films d'horreur typiques. Elle est bien conçue et elle reste dans la tête. Pour le temps qu'elle dure. En effet, on dirait qu'il y avait un manque de trame sonore, surtout au début. C'est à mon avis l'une des raisons pour laquelle certaines scènes sont trop longues et quasi ennuyeuses. Tout à fait d'accord, la musique de John Murphy est un pur régal. Elle est unique en son genre et elle colle parfaitement à l'ambiance du film. Par contre, je pense que tu n'as pas ressenti la scène d'introduction pareil que moi. C'est l'aspect seul au monde qui pose l'ambiance. Et justement parce qu'il n'y a pas de musique, ça intensifie l'aspect vide. Pour conclure, 28 jours plus tard, malgré sa fin discutable, reste un film efficace et prenant. Je le conseille vraiment. Au final, c'est un film qui a plusieurs failles. Comme Elvis, je trouve qu'on joue beaucoup sur l'ambiance, c'est bien, seulement à mes yeux, c'est trop inégal. Bref, 28 jours plus tard est un film divertissant, mais sans plus. Bon allez, la récompense maintenant. Non, d'abord on parle de la suite. Je ne dirai que 2 mots. Je me casse. Techniquement ça fait 3 mots. Bon, Laurent, s'y revient pas de récompense. Hein. Compris. Elvis. 28 semaines plus tard, réalisé par Juan Carlos Fernandillo. Je suis pas sûr de la prononciation et je m'en fous. L'histoire se déroule 28 semaines après les événements du premier film. Le virus a été totalement éradiqué et l'armée américaine décide de repeupler la ville de Londres. Un père de famille, interprété par le très talentueux Robert Carlyle, décide de venir avec ses enfants s'installer. Parlons-en des acteurs. Celui qui est en tête dans ce film est excellent. Robert Carlyle. Bon, c'est l'équivalent de Bryan Cranston dans Godzilla, mais en même temps, il ne disparaît pas complètement. Bref, revenons-en à nos moutons. Hey, mais c'est mon running gag ça. T'aimerais que je te pique le tien, moi? Désolé Elvis, c'est parti tout seul. Donc, dans 28 semaines, à part Robert Carlyle, on a également droit à Rose Byrne de Insidious et à Jeremy Renner. Ceux-là ne se démarquent pas vraiment. Ils ne sont pas si mauvais, mais pas remarquables non plus. Ça donne un aspect trop passif au film et ça lui enlève de l'émotion. Bon, j'en étais où moi niveau histoire? Ah oui, le personnage tourmenté du père de famille. Parce que ce dernier est hanté par la perte de sa femme que l'on suppose morte dès l'introduction du film. Et quelle putain d'introduction. Excuse-moi, continue. Seulement voilà, elle est encore en vie, porteuse du virus et surtout, faut le préciser, extrêmement contagieuse. Un sujet extrêmement contagieux dans un film qui a pour thème la contamination. Tiens, je me demande ce qui va se passer. Fatality. Que le massacre commence. On passe d'une œuvre à la maîtrise quasi irréprochable, possédant une ambiance qui nous prend aux tripes, des personnages attachants auxquels on s'identifie tout de suite, avec une réflexion sur la décadence humaine derrière très intelligente, à un film d'action sans saveur, filmé avec les pieds, n'ayant aucune réelle ambiance, et des personnages dont on se fout royalement.
Non, ça a le mérite d'être applaudi. Cette bêtise absolue a le mérite d'être applaudie. Bravo à vous les mecs, bravo. Je n'ai absolument rien contre le changement de ton au sein d'une même saga. Je serais pas fan d'Alien si c'était le cas. Mais là, c'est juste pas possible. Donc, qu'est-ce qui ne va pas dans ce film? Bah, vu qu'on est sur l'histoire, on va y rester. Cette dernière a été écrite à l'arrache. J'ai pas d'autre explication. La raison de la nouvelle contamination est totalement stupide. Et je vais pas me gêner à expliquer en quoi, en spoilant l'intrigue. Bon, en temps normal, je t'aurais dit de pas spoiler, mais là, y a tellement rien à spoiler que vas-y, fais-toi plaisir. Merci bien. La mère est retrouvée dans une zone de quarantaine, régulièrement surveillée par des soldats. Et ce sont ses enfants qui ont fait une fugue pour retourner dans l'ancienne maison qui la retrouvent. What the fuck? Et surtout comment elle a fait pour survivre sans eau potable ou nourriture saine. Surtout que juste avant, tu montrais une ville délabrée. Paye ta logique. Mais bon, acceptons le fait qu'on veuille nous faire croire que des vessies sont des lanternes, il la ramène en zone sécurisée. Normal. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une porte saine du virus. Mais elle est extrêmement contagieuse. Et personne ne la surveille. Même pas un petit soldat armé devant la porte. Pour empêcher, je sais pas moi, son mari rongé par la culpabilité de l'avoir laissé, venir la voir pour se faire pardonner. Et ainsi empêcher une réaction en chaîne d'une extrême connerie. Vous voyez comme c'est mal écrit? Non, mais je suis sûr que le film n'a été fait que pour satisfaire les fans d'hémoglobine. Parce que là, pour faire des effets gore exagérés, on s'applique. Ouais, je suis d'accord. Si je trouvais le scénario du premier film correct, celui-là m'a vraiment déplu. L'histoire n'est sincèrement pas attirante et c'est bien dommage parce que ça commençait très bien au début. Pour en revenir à la scène d'introduction de ce film, je dois dire qu'elle fait partie de mes scènes d'introduction préférées dans l'histoire du cinéma. Et ouais, rien que ça. J'en fais encore des cauchemars. Par contre, pour la suite du film, je dois dire que c'est pas au même niveau. Par après, on nous balance la présence constante des forces militaires et ça devient rapidement gonflant. C'était un aspect qu'on retrouvait également dans le volet précédent. C'est toujours aussi long parfois, mais au moins le rythme est plus dynamique que son prédécesseur. On nous montre de très belles séquences très recherchées. Du côté de la mise en scène, on se croirait dans un mais alors très mauvais fan footage. Ouais, on a même cru bon de nous rajouter une vraie mini-scène en fan footage. Anto a dû adorer. Je ne sais pas trop à quoi elle a servi, elle aurait pu très bien marcher avec des plans normaux, d'autant plus qu'elle est introduite de façon assez maladroite. De manière générale, c'est génial, ça trempe tout le temps, ce qui fait que les scènes d'action deviennent rapidement illisibles. Alors oui, d'accord, ça peut être justifiable, ça peut exprimer la panique de la foule face à la nouvelle contamination, je suis d'accord. Sauf que même dans les scènes dites calmes, le caméraman tremble comme s'il avait Parkinson. Ok. Action. Non mais mec, sérieux, pose-moi cette foutue caméra. Oui, pour l'amour de Dieu. Et puis quand les infectés se pointent, la caméra s'emballe encore. On veut peut-être susciter l'angoisse ou la panique, mais honnêtement, moi tout ce que ça m'a causé, ce sont des haut-le-cœur. Et les gens se plaignent de Cloverfield après, hein. Eh ben... J'avais pas souvenir que ça tremblait autant, mais c'est vrai qu'après avoir vu le film, ça saute aux yeux. Et puis cette suite est redondante un max. Là où le premier film était au moins original, 28 semaines plus tard ne fait que se répéter, jusqu'à la fin. On attend juste que ça finisse. Sans être monstrueusement explicite et gore, les deux films s'en tirent plutôt pas mal au niveau des trucages. Ils sont crédibles et passent très bien à l'écran. Pour conclure, 28 semaines plus tard, n'est et ne sera jamais à mes yeux la suite de 28 jours plus tard. Mesdames, messieurs les producteurs, parfois, ce qui fait le charme d'un film, c'est parce qu'il est unique. Merci les mecs, c'était super. Bon bah comme promis, pour toi Laurent. Et voilà pour toi mon cher Elvis. Ah là là, c'est jeune. On peut vraiment les acheter avec n'importe quoi. Continuez à regarder des vidéos sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Gardez l'esprit critique, très très important. Mais surtout, profitez de la vie. À bon entendeur, ciao! Bon les gars, j'ai fini ma critique de 28 jours et 28 semaines plus tard, ça m'a pris 2 nuits blanches, mais j'ai enfin terminé. Y a quelqu'un? Les gars? Je suis arrivé trop tard, c'est ça? C'est toujours comme ça de toute manière, on me prend en dernier au collège et voilà, on me prend en dernier pour des vidéos de YouTube, c'est génial, c'est super, ma vie est de la merde, nanana.